Donc, je vais regarder la section 6.2 ici dans le manuel Carrefour des sciences et la section s'appelle les composés moléculaires. Donc, ce qui est intéressant avec les composés moléculaires, lorsqu'on regarde notre tableau périodique, c'est le fait que les composés moléculaires sont faits de non-métaux, donc sont faits de carbone, d'azote, d'oxygène, fluor, phosphore, soufre et ainsi de suite. Ce sont tous les atomes qui sont de ce côté-ci. Donc, voyons voir comment est-ce que ces composés moléculaires sont formés. Donc, premièrement, prenons l'exemple du dioxyde de carbone. Je vais prendre un instant et on va faire les diagrammes de Bohr-Rutherford pour montrer comment ça fonctionne. Donc, les diagrammes de Bohr-Rutherford nous aident beaucoup à comprendre ce qui se passe. Donc, un composé moléculaire, chose importante, c'est fait de non-métaux. Donc, ici, composé moléculaire non-métaux. Dans la vidéo précédente, on a parlé du fait que lorsqu'on a des atomes, les atomes veulent deux choses dans la vie. Ils veulent le même nombre de protons que d'électrons, et ça, nous avons ça ici. Mais ils veulent aussi avoir le même nombre, ils veulent avoir leur dernier niveau d'énergie plein. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que l'oxygène, pour avoir le dernier niveau plein, aurait besoin de 2 électrons. Pour le carbone ici, chose intéressante, celui-ci aurait besoin soit d'avoir 4 électrons de plus ou d'en donner 4. La difficulté, c'est que s'il donne 4 électrons, nous avons 6 protons et 2 électrons, ça devient très, très réactif. Lorsque nous avons l'autre oxygène ici, nous avons l'oxygène qui aimerait avoir 2 électrons. Maintenant, ce qui est intéressant avec les non-métaux, c'est qu'ils veulent tous avoir des électrons. Donc, on a parlé des composés ioniques il y a quelque temps. Ce qui est intéressant avec les composés ioniques, c'est que les métaux ont des électrons à donner. Tandis que ici, l'oxygène, le carbone et l'oxygène ici n'ont pas d'électrons à donner. Ils veulent tous en avoir. Alors ici, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont partager des électrons. Alors, si je prends ici mon oxygène, l'oxygène va dire, moi, je suis prêt à te prêter ici au carbone 2 électrons. Et le carbone se dit, OK, si tu fais ça, moi, je suis aussi prêt à partager 2 électrons. Et ça devient intéressant parce que si vous regardez ici, si l'oxygène reçoit 2 électrons du carbone, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons sur le dernier niveau. Donc ça fonctionne. Donc les 2 oxygènes vont faire ça. Cet oxygène va aussi donner, pas donner, mais partager 2 électrons. Et ici, le carbone va partager 2 électrons. Donc ça veut dire que cet oxygène-ci peut aussi avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons sur le dernier niveau d'énergie. Maintenant, si le carbone partage 4 de ces électrons en total, il faut aussi dire que le carbone va pouvoir partager 2 des électrons de l'oxygène. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ici, nous allons avoir 1, 2, 3, 4 électrons, et ici, 1, 2, 3, 4 électrons. Donc, à un moment donné, nous avons un carbone qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et chacun des oxygènes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et l'autre, la même chose. On se retrouve donc ici avec une molécule. La molécule ressemble à CO comme ceci, O. Une molécule qui est stable, et les électrons sont partagés. Et on se retrouve ici avec une grande molécule qui est très stable parce qu'ils ont tous les électrons disponibles, ils sont rattachés ensemble. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un composé moléculaire où les électrons sont partagés. Et ça, c'est l'opposé d'un composé ionique qui, eux, il y a des atomes qui sont les non-métaux qui reçoivent les électrons, des métaux qui les donnent. Donc, grande différence ici.
Maintenant, ce qui est intéressant avec ici les composés moléculaires, c'est que puisqu'ils ont tous leurs électrons, ils ont tendance à être très heureux ensemble. Donc, il y a beaucoup moins d'interaction avec leur environnement. Alors, si on regarde, par exemple, l'oxygène ou le CO2, on se retrouve avec des molécules qui ont tendance à être des isolants et ils ont tendance souvent à être des gaz. Ils peuvent être des liquides et solides aussi, mais le fait qu'ils ont tous ces électrons, ils sont très stables par eux-mêmes. Et donc, s'il n'y a pas d'électrons disponibles à se promener, ce sont de bons isolants. Donc, si on prend par exemple, ce matin, je suis allé faire un tour et j'ai regardé une petite boisson ici. Nous savons qu'à l'intérieur, c'est un liquide, il y a du dioxyde de carbone. Donc, je vais l'ouvrir et écouter. On a pu entendre le psst et c'est des gaz. La raison pour ça, voyons voir si on peut faire un petit verre, c'est que dans la boisson gazeuse, nous avons l'eau qui est comme ceci. Et le dioxyde de carbone qui est à l'intérieur de celui-ci n'est pas divisé, mais est un peu comme localisé entre les molécules d'eau. Donc, c'est conservé ensemble par la pression. Aussitôt qu'on enlève la pression, le dioxyde de carbone qui est un gaz dit « OK, moi je peux partir, je n'ai pas besoin de rester à l'intérieur de l'eau ». Donc, j'ai parlé du fait que le dioxyde de carbone est un gaz qui est très stable. Lorsqu'il est dans l'atmosphère, il est stable pendant longtemps. J'ai aussi mentionné qu'il pouvait être un solide. Donc, si on prend par exemple le plastique, est-ce que j'ai quelque chose en plastique présentement? Donc, ici, j'utilise ça quelquefois. On a un contenant de vinaigre. Un contenant de vinaigre qui est un acide, mais qui est dans un contenant de plastique. Le plastique est un composé qui est moléculaire et qui est très stable. Et celui-ci n'a pas d'interaction, très peu d'interaction avec son environnement. C'est pour ça que le plastique a tendance à être très stable, à être utilisé pour les boissons gazeuses, pour les produits chimiques ou toute autre chose que l'on fait. Puisque c'est stable, c'est fantastique pour entreposer des choses. Le désavantage de cela, c'est que lorsque on a fini d'utiliser un plastique et qu'on le met dans l'environnement, ce plastique ne se décompose pas facilement. Donc, on a du plastique dans l'environnement qui reste là pendant des années, des décennies et des siècles. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de ces déchets dans les océans, les microparticules de plastique qui se retrouvent dans l'eau. La raison, c'est que même si on a un gros morceau de plastique, avec le temps, il se divise en plus petits morceaux, mais qui est encore du plastique qui n'est pas assimilé. Donc ça, c'est un grand plan du fait que chimiquement, le plastique était une superbe invention, sauf que environnementalement, ça crée des problèmes, bien sûr. Et bien sûr, lorsqu'on a des plastiques dans l'environnement, c'est pas bon pour les écosystèmes, c'est pas bon pour les oiseaux, c'est pas bon pour les organismes qui pensent que ça fait partie de l'environnement ou que c'est de la nourriture. Donc, lorsque vous utilisez des choses, pensez au fait, est-ce que le plastique est la meilleure façon? Pensons au vin, par exemple, ou à l'huile d'olive que souvent on entrepose dans des bouteilles de verre. C'est beaucoup mieux pour l'environnement, même si le verre ne se décompose pas facilement. Il n'a pas ce problème environnemental que le plastique peut avoir. Alors ça, c'est la section 6.2 sur les composés moléculaires ce matin. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.